Bonjour à tous, je m'appelle Clément Payette et aujourd'hui je vais vous présenter une maison d'édition de bande dessinée alternative qui s'appelle l'Association. Alors ici on peut voir son logo. Alors je ne sais pas si c'est un dragon ou un lézard ou un serpent à 7 têtes puisque c'est les 7 premières personnes, voilà les 7 fondateurs de cette association. Alors j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de deux fondateurs qui sont Lewis Trondheim et David B. Donc je vais presque pas parler d'eux dans cette vidéo, mais j'espère que cette présentation de l'association va faire plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, ça va être le premier, qui s'appelle la bande à Menu. Jean-Christophe Menu, qui est le fondateur de l'association. Alors, les inspirations de l'association, c'est d'abord les éditions du Square. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des éditions créées par le professeur Choron, euh, un des créateurs aussi de Charlie Hebdo, par exemple. Et dans cette maison d'édition, ils avaient l'habitude justement d'éditer les personnes qui travaillaient généralement à Charlie Hebdo. Par exemple, on peut penser par exemple à... Alors, je me réfère aussi à Charlie Hebdo, aussi à Harakiri, hein, qui est l'ancêtre de Charlie Hebdo. Je pense à des dessinateurs de bande dessinée comme Fred. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur Fred il n'y a pas longtemps. Et aussi Charlie Schlingo, par exemple, c'est ici l'auteur. Alors ce n'est pas le responsable du nom de Charlie Hebdo, mais il s'appelait Charlie Schlingo. Et c'était un auteur aussi qui, avec pour référence par exemple Popeye. Donc on peut voir ces personnages très comiques qui ont des références à la bande dessinée, à l'âge d'or, on va dire, de la bande dessinée américaine. Et l'édition du Square, voilà, éditait ce type d'auteur. Voilà, c'était vraiment une maison d'édition qui éditait vraiment des auteurs très spécifiques de bande dessinée. Donc une des inspirations de l'association. Vous avez aussi la maison Futuropolis, d'ailleurs, qui a édité pratiquement tous les premiers fondateurs de l'association. Je pense à Jean-Christophe Menu, qui était un ami, par exemple, de Florence Sesta, qui était une cofondatrice de Futuropolis. C'est aussi une maison d'édition. Alors, premièrement, Futuropolis, c'était le nom d'une bande dessinée de René Pelos, un des dessinateurs des Pieds Nickelés. Ensuite, c'est devenu, alors je crois, une librairie à Paris, qui justement éditait les vieilles bandes dessinées, notamment de l'âge d'or de la bande dessinée, des comics américains, on va dire des années 30, hein, comme je me référais tout à l'heure à Popeye, par exemple. Ensuite, cette librairie était rachetée donc, par un couple, mais je crois que c'est Monsieur Robial et Florence Sestac qui a racheté cette librairie justement pour continuer. Cette librairie qui s'appelait justement Futuropolis pour continuer justement à vendre, on va dire, des bandes dessinées, on va dire, antiques. Et aussi ensuite, par la suite, c'est devenu une maison d'édition. Voilà, qui se mettait à éditer à la fois justement des auteurs de bande dessinée, on va dire du début du siècle quasiment. Je pense à Calvo par exemple, qui a fait une célèbre bande dessinée justement sur la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi qui éditait aussi des véritables auteurs de bande dessinée dont on a déjà parlé dans ces vidéos. Je pense à Gire, c'est un des surnoms de Jean Giraud, ou alors peut-être vous connaissez mieux comme Moebius, hein, donc un auteur un peu plus contemporain, et aussi Jacques Tardy, hein, dont j'ai eu le plaisir aussi de faire une vidéo il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc c'était une maison d'édition qui à la fois éditait des anciens auteurs, par exemple aussi comme Popeye, hein, ils avaient aussi l'amour de Popeye, des classiques, on va dire, de la bande dessinée américaine à partir des années 30, hein, notamment je crois qu'ils ont édité aussi les classiques, les premiers Superman ou Batman, je crois. Et aussi dans l'idée aussi d'éditer aussi les auteurs en vogue, enfin, exactement des auteurs de bandes dessinées spécifiques, notamment comme Moebius et Jacques Tardy. Si vous doutez que ce sont des auteurs très spécifiques, allez voir donc mes vidéos. Ensuite, autre inspiration de l'association, c'est la revue À suivre. Alors c'est une revue spécifique justement qui faisait des numéros qui devaient se suivre, c'est-à-dire qu'ils éditaient par exemple une partie d'une histoire et ensuite il fallait acheter une autre revue pour voir la suite de l'histoire, c'est pour ça que la revue s'appelait À suivre. Ici vous avez une histoire qui s'appelle Ici même pardon, de Jacques Tardy, dont j'ai déjà présenté un petit peu l'histoire dans la vidéo sur Jacques Tardy, une bande dessinée de Jacques Tardy et de Monsieur Forest au scénario. Donc voilà, cette revue, elle devait se suivre par plusieurs numéros.
Et elle est éditée notamment par Casterman, la grande maison d'édition à la fois de livres et de bandes dessinées en Belgique. Et cette maison d'édition, je crois, a duré à peu près 20 ans, je crois, à partir de fin des années 70. En parallèle des premiers festivals internationaux de la bande dessinée à Angoulême jusqu'à 1997, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années. Durant une vingtaine d'années, la formule a bien fonctionné, on va dire, puisque les numéros sont vendus jusqu'à 50 000 exemplaires. Voilà cette revue donc éditée par exemple cette revue éditée par exemple Jacques Tardy ou alors Hugo Pratt hein, dans les plus connus, dans les têtes d'affiche. Donc aussi une grande inspiration bien sûr de la maison d'association. Pourquoi je vous ai parlé de Futuropolis et de Florence Estac? Elle est ici même en fait un petit peu dans une bande dessinée ou même un strip, une bande autobiographique. Ici on voit bien Florence Estac. Alors je ne sais plus si elle avait démissionné de Futuropolis. Mais en tout cas, elle dit qu'elle croise dans les bureaux de sa maison d'édition, elle croise la bande à menu, hein, d'où le titre de cette vidéo cette fois. Et ici, vous avez vraiment la bande à menu qu'elle a croisée, donc. Florence Estac, elle était amie hein, avec Jean-Christophe Menu, ici, c'est la première personne dont on va parler. C'est vraiment le créateur hein, de cette association. Ensuite, on peut reconnaître, hein, dans l'ordre ou dans le désordre, Lewis Trondheim, hein, qui se représente souvent un petit peu comme un oiseau, je ne sais pas si c'est un aigle ou un condor. Ensuite, je crois que vous avez Kilofer à sa droite. Ensuite, vous avez Matt Conture, ici, avec son style un petit peu rasta. Je crois que c'est Stanislas après. Alors, après, ils sont tous dessinés un petit peu comme leur personnage de bande dessinée. Hein, donc, on dirait plutôt un personnage on va dire un petit peu plus simple. On a l'impression qu'il est dessiné un petit peu comme un Tintin. C'est un peu sa référence. Et David B avec ses lunettes. Voilà. Je vous ai déjà présenté David B et Lewis Trondheim dans d'autres vidéos. Donc voilà les rencontres. Alors là, je crois qu'il y en a 6, c'est-à-dire qu'il manquerait, je crois, Moquette. Alors, c'est un autre fondateur, le moins connu de la bande à menu. Voici Jean-Christophe Menu. Alors, je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que selon moi, c'est un petit peu le François Truffaut de la bande dessinée. Ouais. Il est à la fois très critique hein, envers la bande dessinée de son époque, et aussi il est à la fois auteur hein, de bande dessinée. On peut voir d'ailleurs plusieurs de ses dessins, plusieurs de ses livres qui ont été d'ailleurs édités à l'association, puisqu'il était le fondateur, hein, presque on pourrait dire, je pense que c'était aussi le directeur hein, de cette association. Il a commencé dans le monde du fanzine, ou fanzine, alors je sais exactement comment on prononce, fanzine on va dire, à la française. Et ici, son premier fanzine s'appelait le Lynx Atif. Alors, c'est un jeu de mots hein, avec laxatif. C'est son premier fanzine, d'ailleurs, c'est le numéro 1 qu'on voit ici. Ici, toujours avec une sorte de jeu de mots hein, pour la présentation. Ce nom n'a pas duré beaucoup de temps, peut-être que ça me faisait rire que Monsieur Menu, puisqu'après c'est devenu le Lynx seulement. Hein. Et on voit d'ailleurs le changement entre les deux revues. Ici, c'est une revue. Alors, c'est plutôt un magazine ici. Peut-être qu'on sort déjà un petit peu du fanzine. Hein. Alors, le fanzine, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un magazine fait par des fans, donc généralement fait maison. Alors, on pouvait voir le premier exemplaire. Hein. On a l'impression que c'était vraiment un papier très simple, presque comme un papier journal, un papier pas de très bonne qualité. Et là, on est déjà plus dans un format magazine, un peu plus formel. La mise en page. Alors, je ne sais pas si Monsieur Menu a eu des classes ou a demandé service de Monsieur Robial, mais ici, en tout cas, on voit bien que la présentation était travaillée de manière très formelle. Et on voit aussi plusieurs auteurs de bande dessinée défendus, qui vont être défendus plus tard aussi par l'association. Je pense d'ailleurs à Monsieur Mas, hein, Francis Mas, qui a un style très représentatif. On en reparlera sans doute dans les prochains épisodes. Et si vous regardez bien ici en rouge, alors on ne voit pas très bien malheureusement, même si c'est rouge sur bleu, on voit déjà les premiers noms de la fameuse bande à menu. Hein. Alors, il y a Monsieur Menu, mais on peut repérer ici Matt Conture. Alors je crois qu'il y a Stanislas, je ne sais pas s'il y a déjà Kilofer, mais en tout cas on voit déjà plusieurs personnes de l'équipe de la future association. Les personnages de Jean-Christophe Menu, alors il y a Lapo, une sorte de lapin, voilà, avec des sortes d'oreilles, toujours un petit peu anthropomorphique ces personnages, voire entre l'homme et l'animal.
Alors je sais pas si ça a inspiré après un célèbre personnage aussi anthropomorphique de Lewis Trondheim qui s'appelle Lapino. Les noms sont assez parallèles. Et en plus ils ont travaillé ensemble, ils ont eu un travail étroitement lié au début de l'association, Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menu, lorsque Lapo a inspiré Lapino. C'est une question. Un autre personnage spécifique et très radical, hein, c'est un peu un adjectif qu'on peut donner à Monsieur Menu. Le personnage de Médère. Alors c'est une sorte de voilà, c'est ce personnage voilà. Alors toujours, souvent on critique Jean-Christophe Menu, on dit que plusieurs critiques disent ah il ne sait pas dessiner, je n'aime pas son dessin. On a l'impression d'un dessin un peu infantile, mais c'est complètement volontaire. Hein. C'est plutôt un dessin plutôt très expressif, très naïf, mais je pense dans le bon sens du terme justement qui retrouve un petit peu la force des dessins de l'enfance. Et Médère, en fait, ce nom, c'est une sorte d'anagramme, puisqu'on aime beaucoup les anagrammes dans l'association, je pense. C'est l'anagramme de merde, et effectivement, c'est un peu un personnage de merde, mais pas forcément un sens péjoratif. C'est vraiment un personnage de fou, et là, on peut le voir, il va kidnapper un bébé qui vient à peine de naître, et il va quasiment le torturer. Donc c'est vraiment une histoire, je ne sais pas si c'est une histoire de merde, mais en tout cas, c'est un personnage volontairement horrible, mais en tout cas qui a reçu une très bonne critique. Il y a même des albums de Médère. Hein. C'est un personnage très radical, hein, un petit peu comme son auteur finalement. Voilà, je disais le François Truffaut. Jean-Christophe Menu a écrit ses mémoires de maîtrise en 1988 et dès cette époque, vous allez voir, c'est presque au début de la création de l'association. Il critique déjà à cette époque certaines revues, certaines bandes dessinées. Il pense que la bande dessinée du format, comme on connaît tous, le format par exemple d'Astérix, Obélix ou de Tintin, voilà, est passé de mode. Il faut peut-être changer à des formats peut-être plus adultes, peut-être selon lui. Et d'ailleurs, on doit aussi à l'association l'effervescence hein, du roman graphique. Je pense par exemple à Maos dans les plus connus. Alors, ils n'ont pas édité Maos, mais ils ont édité par exemple Persepolis, Marjane Satrapi. Là, ici, on a un exemplaire par exemple de Poulet aux prunes. Voilà, ils ont généralisé vraiment ce format. Ils ont fait rentrer réellement l'association, la bande dessinée, dans l'âge adulte. Ensuite, juste avant la création de l'association, alors je crois que c'est Futuropolis qui a demandé une revue qui a créé une revue qui s'appelle Labo, comme un laboratoire. Et justement, je pense que l'éditorial à janvier 1990, donc on arrive bientôt à la création de l'association. Et je pense un éditorial de Jean-Christophe Menu, j'en suis quasiment sûr, puisque même dans cet édito de ce laboratoire, il parle d'un futur ouvroir potentiel de bande dessinée. Il fait référence au futur Oubapo, qui est une référence à l'Oulipo, hein, ouvroir de littérature potentielle, créé par exemple par Georges Perec et Raymond Queneau. Voilà l'idée en fait de mettre la bande dessinée sans dessus-dessous et essayer d'exploiter toutes les capacités finalement de ce média. Et finalement, dans ce laboratoire, la page suivante de ce labo, du côté beau, vous avez beau comme Beauchard, c'est David B. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de son surnom. David B, on retrouve presque tout le monde. Hein, Kilofer, justement, Lewis Trondheim, Matt Contour, Moquette, il y a tout déjà. Il y a déjà tout, Stanislas Menu, il y a déjà les 7 fondateurs de l'association dans ce laboratoire. Les premiers livres qui sortent à l'association, 1990, c'est l'année de la création de l'association. Dans cette idée de ouvroir de bande dessinée potentielle, on va en revenir, on va faire un numéro spécial aussi sur le Loubapo. Qu'est-ce que Loubapo L'ouvroir de bande dessinée potentielle. Il y a déjà les germes de cette idée de Loubapo déjà dans le labo, comme je vous ai montré juste avant. Mais aussi là, cette idée de Lewis Trondheim et de Jean-Christophe Menu. Jean-Christophe Menu va créer 8 cases seulement pour Lewis Trondheim, on les voit ici. Hein. Alors on voit le même personnage, on voit peut-être un autre personnage qui serait la grenouille ou le crapaud. L'idée de bord de mer, une petite cabane. Ce sont des dessins très simples, très naïfs. Et l'idée, ça va être de faire plus d'une centaine, je crois une centaine de strips ou de bandes, et ça va être, il va charger Lewis Trondheim, qui à cette époque n'est pas reconnu comme un dessinateur, mais plutôt comme on va dire un metteur en case au lieu d'un metteur en scène. Et Lewis Trondheim s'est juste chargé des dialogues en fait, donc il a gardé exactement le même dessin, et il s'est chargé juste d'écrire les dialogues. Et donc finalement, seulement avec 8 images,
À chaque fois, c'est la même image qui se répète. Et un dialogue, il arrive à faire dialoguer, alors ce personnage est la pierre, et voilà, il va créer plus d'une centaine de nouvelles bornes seulement avec les 8 images originelles. Hein. Donc c'est encore une fois un exercice de style et un petit peu la naissance en quelque sorte de Louvapeau. Voilà, cette édition s'appelle Éperluette. On reviendra aussi en détail dans toutes les différentes éditions, les multiples éditions de l'association. Donc aussi l'association, c'est l'émergence, je vous ai dit, du roman graphique, mais aussi surtout de l'autobiographie dessinée. Hein. Sans doute vous avez entendu parler de Persépolis, c'est la plus connue, c'est le best-seller hein, de l'association, on en reparlera très bientôt. C'est la naissance exactement un petit peu de ce genre, l'autobiographie dessinée, et Jean-Christophe Menu justement écrira, c'est dans une collection qui s'appelle Ciboulette, il écrira justement sa vie personnelle dans Livret de famille, sa vie, son intimité au sein de sa famille, au sein de ses voyages, un véritable journal aussi, un journal autobiographique. On peut le voir, on peut reconnaître alors à chaque fois Jean-Christophe Menu, on peut le reconnaître un peu avec ce t-shirt à rayures. Hein. Donc là, ici on peut le reconnaître un petit peu en enfant. Alors on ne sait pas si c'est sur sa femme ou sur sa maman qu'il est en train de faire des gribouillages. Donc justement dans cette autobiographie dessinée, il reparle un peu de sa jeunesse et un petit peu à ce qui s'est passé euh, avant d'avoir créé l'association. Donc l'association aussi c'est un désir d'être un peu plus formel finalement, de quitter un petit peu ce monde du fanzine. Et là on le voit ici, Jean-Christophe Menu un petit peu dans une sorte de marché de la bande dessinée, sans doute avec ses fanzines de l'époque. Je pense qu'on est à peu près en 1987, je crois exactement, puisqu'il rencontre le fameux monsieur Thierry Grousten, je ne sais pas exactement comment on prononce, et c'est aussi un des grands intellectuels de la bande dessinée, une personne qui a fait beaucoup d'écrits sur la bande dessinée, on en reparlera, d'ailleurs qui a été édité je crois à l'association justement, on en reparlera, qui rencontre justement Jean-Christophe Menu, un peu un dilettante un petit peu à son stand de fanzina, peut-être qu'il est à côté de son camarade Matt Conture. Donc voilà, il rencontre cette personne un peu plus universitaire dans la personne de Thierry Grousten, qui lui propose justement de participer, je crois, au colloque de Cerisy qui aura lieu en Normandie. Alors c'est un endroit où faisait de fameux colloques critiques, intellectuels, et il y a eu en 1987. D'ailleurs, il a été édité, on a édité les écrits de ce colloque, du colloque de Cerisy en 1987, dont a fait partie finalement Jean-Christophe Menu. Hein. Et je crois qu'aussi Harry Morgan, aussi un autre, on va dire, penseur de la bande dessinée a participé, on en reparlera très bientôt. Le style Jean-Christophe Menu, je vous avais parlé d'un style un peu naïf, regardez un petit peu cet oiseau qui a l'air tout triste, Omelette, avec des titres assez simples, hein. On avait vu Médère, La Peau, Omelette, ou des titres des fois mal écrits, hein, le livret de famille avec une faute d'orthographe, PH, famille PH. Et voilà, des histoires assez simples, assez, comment on peut dire, un petit peu, à chaque fois un petit peu triste, un peu radical, ou je ne sais pas si catastrophique, mais en tout cas très comique, hein, finalement, assez obscur, hein, puisque là, ce pauvre oiseau a déjà perdu sa descendance, seulement on a l'impression cet oiseau est en train de faire caca plutôt, mais en fait il a fait tomber son œuf, et voilà, son enfant est mort, donc c'est des fois très tragique, très simple, très courte, très radicale. Voilà, on peut reconnaître un petit peu un résumé hein, du style Menu. Finalement, Jean-Christophe Menu va être rappelé quelques années plus tard par, j'imagine, son ami Lewis Trondheim et Johann Sfar aussi, alors un autre grand auteur de bande dessinée qui a été édité beaucoup à l'association. Il va être rappelé pour cette fameuse série du Donjon. Alors, Donjon, c'est une série énorme avec beaucoup d'épisodes, avec généralement beaucoup d'auteurs de bande dessinée différents pour le dessin. Mais généralement, c'est toujours Johann Sfar et Lewis Trondheim, sont un peu des génies. Ils ont été qualifiés, je sais qu'ils ont été qualifiés de génies aussi par certaines personnes de la bande dessinée. Ces génies on va dire, ont des idées, toujours des idées à revendre. Et ils ont écrit, on va dire, l'histoire du donjon. Oui, c'est une histoire complètement d'heroic fantasy, hein, un petit peu comme Game of Thrones actuellement. Et toujours avec des personnages justement anthropomorphiques. On retrouve ici pratiquement le même animal hein, qu'on a vu tout à l'heure, mais là plutôt
dans les traits d'un sorcier. Ils vont gérer en fait avec son assistant, je crois, l'œil d'un géant. Et malheureusement, le géant pleure. Alors si un géant pleure, ça peut créer des inondations, effectivement. On revoit ici le pauvre géant qui cherche justement son œil qui a disparu. On essaye de lui remplacer par un autre œil, un œil de verre. Mais apparemment, ça ne correspond pas à ce géant. Voilà, on est toujours dans l'humour, un humour assez surréaliste finalement de Jean-Christophe Menu. Toujours les écrits critiques. Jean-Christophe Menu à la fois dessine et à la fois fait des textes, écrit des textes, des réflexions sur la bande dessinée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais ici, notre dragon, notre serpent, notre lézard de l'association a déjà perdu une tête. On voit un lézard à 6 têtes seulement. Alors peut-être parce que un des premiers fondateurs est parti très rapidement. En tout cas, plate-bande, vous avez vu, c'est un jeu de mots. Les plates-bandes, c'est un peu ce qu'il y a à côté de la route, mais aussi ça peut faire penser à la bande dessinée, donc c'est une bande dessinée un peu plate, donc Jean-Christophe Menu est en train de nous alerter un petit peu sur les dérives de la bande dessinée. Il dit justement que les éditions plutôt plus classiques, plus traditionnelles, ont un petit peu volé un petit peu l'idée du roman graphique, ils se l'ont approprié un peu rapidement. Ils étaient un peu en train de jalouser, on va dire, le succès un petit peu que Marjane Satrapi a eu au sein de l'association. Donc Jean-Claude Menu accuse un petit peu les maisons d'édition plus traditionnelles de lui voler un petit peu les idées de son édition alternative qu'il a eue avec l'association. C'est déjà à cette époque, 2005-2006, je crois, où disparaît justement quelques fondateurs de l'association originelle, et notamment des noms comme justement Lewis Trondheim ou David B qui partent, et ce n'est pas les moindres, donc ça va créer quelques problèmes, et justement l'association va perdre des têtes, et ici il y a une sorte de caricature, j'imagine, de Monsieur Kilofer. On reconnaît un petit peu son style, et ici on pourrait reconnaître dans ce monstre de l'association, on pourrait reconnaître justement Jean-Christophe Menu, puisque ce dragon a ce fameux t-shirt à rayures. Il a perdu toutes ses têtes, il en maintient une, alors peut-être que c'est Kilofer qui a bien voulu rester avec lui quand il y a eu beaucoup de problèmes à l'association. Je voudrais vous rappeler aussi que le logo association tel qu'il est écrit aussi, on dirait qu'il est fait à plusieurs mains, donc l'idée aussi de plusieurs auteurs. Et malheureusement, du coup, cette association a eu beaucoup de problèmes à partir des années 2005, jusqu'à au départ de Monsieur Menu, finalement, du créateur originel. Ici aussi, vous avez une sorte de bande dessinée un peu commémorative de ces événements de l'association entre 2005 et 2011, on va dire, qui dureront à peu près 5-6 ans. Ici, on peut reconnaître peut-être l'association quand Jean-Christophe Menu était, alors selon les dires de M. Johansfar, était un dictateur au sein de l'association, donc il était resté un petit peu tout seul dans l'association. Ensuite, ici, vous avez un autre lézard là, avec plusieurs têtes. C'est un peu l'association aujourd'hui, finalement, qui a fait venir beaucoup plus d'auteurs, et c'est peut-être un peu l'idée maîtresse de cette association, comme son nom l'indique, c'est de rassembler les auteurs. On peut reconnaître peut-être l'association comme elle était à un moment avec seulement 6 têtes, et l'association originelle avec ses 7 têtes. Donc finalement, Monsieur Menu va partir, mais finalement l'association va quand même continuer à éditer ses volumes, et notamment ses volumes de réflexion sur la bande dessinée. Le dernier en date, je crois, c'est pour le doctorat de Monsieur Menu, la bande dessinée et son double. Voilà, on peut reconnaître aussi, par exemple, les personnages de Médère et d'autres personnages, par exemple, je crois que c'est la revue de Pif Gadget, qu'on peut reconnaître sur cette petite case. Et je crois, on dirait un personnage qui ressemble un petit peu au personnage de Forrest, on dirait une Barbarella. Alors je ne sais pas si il y a la Barbarella brune et la Barbarella blonde dans la bande dessinée et son double. En tout cas, il a terminé avec l'association, il a dû partir et fonder encore une fois une autre maison d'édition. Un peu similaire à l'association, pourquoi? Parce que là on reconnaît très bien la même graphie pratiquement que l'association. On dirait une graphie faite à plusieurs mains. Et c'est la graphie cette fois de l'Apocalypse. Donc dans l'Apocalypse, Monsieur Menu n'édite pas les mêmes auteurs que l'association, mais il édite encore une fois des auteurs très spécifiques, quelques auteurs aussi du passé, et notamment aussi des écrits aussi, notamment sur la bande dessinée.
Voilà un dernier hommage en date, une exposition qui a eu il n'y a pas si longtemps que ça à Angoulême, sur l'œuvre de Jean-Christophe Menu. On peut reconnaître d'ailleurs sa signature sur une sorte un établissement, une sorte de château là, qu'il y a vers Angoulême pour les expositions. Un autre personnage qui était ami, alors je pense qu'ils sont toujours amis, de Jean-Christophe Menu, c'est Matt Conture. Attention, Matt avec deux T. Hein. Vous remarquerez aussi qu'à l'association, ils ont souvent des pseudonymes. Hein. David B pour David Bochard, Lewis Trondheim, hein, c'est un pseudonyme, il s'appelle monsieur. Alors je ne me rappelle plus son prénom, pardon. Mais ils ont tous des pseudonymes un peu curieux, comme Matt Conture, Matt avec 3 T. D'ailleurs, je crois qu'on ne lui laisse pas mettre autant de T sur Facebook. C'est curieux. Et aussi, ça peut rappeler aussi le surnom de Kilofer. Hein. Ils ont tous des surnoms assez originaux. Matt Conture, on peut le reconnaître ici justement, puisqu'il reste aussi dans cette tradition d'autobiographie dessinée, sans doute de la tradition américaine. On pense par exemple à Robert Crumb. Et on associe d'ailleurs beaucoup Robert Crumb à Matt Conture, puisque Matt Conture a généralisé un petit peu cette collection qu'on voit là, qui ressemble à un fromage. Elle s'appelle Mimolette. Et cette collection justement sert à nous parler du comics, pas du comic avec un C, mais du comics avec un X. C'est justement ce type d'édition de bande dessinée underground des années 60, je crois, aux États-Unis, et comics avec un X, parce que souvent il y avait du matériel en rapport à la sexualité dans ces éditions. Alors monsieur Matt Conture, c'est aussi un musicien. Il a créé son groupe, alors je crois que c'était son autogroupe qu'il faisait lui-même au début de sa carrière, qui s'appelle Courge. Et ensuite, je crois qu'il s'est entouré d'autres musiciens. Hein. Courge, c'est son groupe. Et là, on peut voir, par exemple, je ne sais pas si c'est un flyers ou une sorte de publicité pour son groupe, mais vous pourrez regarder son côté justement très punk. Hein. En général, à l'association, il y a un style très radical et voire très punk, hein, contre justement de contre-culture, un petit peu comme faisait Metal Hurlant justement. Alors pourquoi je parle aussi de Metal Hurlant, puisque une des principales peut-être influences de Matt Conture, c'est Marc Caro. Marc Caro, peut-être que vous le connaissez déjà pour ce qu'il a fait avec Jean-Pierre Jeunet au cinéma. On va en reparler d'ailleurs, mais ici, d'abord, Marc Caro, c'est aussi un auteur de bande dessinée, notamment qui s'est édité, ou qui a été, édité, on va dire, au sein de Metal Hurlant. Et on peut trouver que son style très expressionniste est très proche du style de Matt Conture. Matt Conture aussi, sans doute inspiré aussi, pourquoi pas, de Bacon. On a l'impression que c'est un portrait fait par le peintre Bacon ici. Sur ses premiers fanzines, il vient du fanzina, monsieur Conture, comme monsieur Menu. Une des premières éditions, première collection, on va dire, de l'association, c'est la pâte de mouche. Et cette pâte de mouche, elle a existé en fait avant la création de l'association. On va dire que les premières pâtes de mouche, les premières collections de pâtes de mouche ont une collection de petits livres. Ici, vous avez un exemple, je crois, de monsieur Martin Tomdick. C'est un format très petit. Ici aussi, vous avez un tout petit format de monsieur Kilofer. Sans doute, c'est inspiré aussi de la pâte de mouche. Là, ça a l'air, si c'est très grand ici, mais c'est un format très petit normalement. Fait main, c'est précisé. Donc vous avez vu cette petite collection, cette première collection qui a existé avant l'association, date de 1985, 5 ans avant la création justement de l'association. On reconnaît autoportrait de Matt Conture, Matt avec 3 T. Et on peut reconnaître un peu ces personnages à la fois très violents. Là, on voit un personnage qui traverse un corps. Je ne sais pas si on voit très bien. On comprend très bien le dessin, mais en tout cas, c'est très expressionniste. Une de ces bandes dessinées un peu plus formelles, justement, à l'association, c'est Yvan Morve. Donc, j'imagine que c'est un portrait un petit peu aussi autobiographique, sauf que le personnage a un autre nom. Mais ça a l'air un petit peu un personnage, justement, dans la veine de Robert Crumb. Hein, ce personnage un petit peu disgracieux, qui a beaucoup de désirs. Et finalement, ces désirs ne vont pas être réalisés. Par exemple, on voit cette fille a un petit copain très, très costaud, donc ça ne sera pas pour Yvan Morve cette fois. Donc, des thématiques qu'on pourrait mettre en relation avec Robert Crumb, encore une fois.
Ici, encore une fois, l'autobiographie dessinée. Monsieur Matcontur n'y échappe pas. Et ici, on a une autopsie, on a un jeu de mots, l'autopsie, autopsychanalyse, ou une autopsie, un terme plutôt médical, d'un mort-vivant. Matcontur se considère peut-être comme un mort-vivant. Peut-être qu'il est ici, il ressemble à un vampire. Et dans cette autopsie, dans cette autobiographie, il est très personnel, un petit peu comme fait Robert Crumb ou va faire Jean-Christophe Menu. On va toujours dans l'intimité, dans la privacité. Ici, on va dans l'intimité médicale, puisqu'il nous parle, Matcontur va nous parler de sa sclérose en plaques. Un autre personnage on va dire, du bestiaire de Monsieur Matcontur, c'est Galopu. Vous avez vu avec un petit nom un peu disgracieux. Mais en tout cas, Galopu, c'est un peu le super-héros écologique. Alors, je sais pas, même il a l'impression un petit peu des. On a l'impression que c'est un personnage aussi d'un comics américain. Ce personnage, Galopu, qu'on retrouvera aussi en relation avec des personnages aussi de Lewis Trondheim. Donc ici, qui critique un petit peu la pollution. Galopu, c'est le pendant écologique de Matcontur. Matcontur qui a eu le droit aussi à son propre film, documentaire sur sa vie. Un petit peu comme il y a eu récemment aussi sur Baudouin, qui va être aussi un autre grand auteur édité par l'association. On arrive à un autre auteur très important de l'association, puisque c'est Kilofer. D'ailleurs, je crois que c'est le seul auteur de l'association que j'ai pu rencontrer. Pardon. Et là, on le reconnaît bien un petit peu. Alors lui aussi beaucoup dans l'autobiographie, puisque là il se représente lui-même en de multiples personnages. On peut le reconnaître aussi un personnage un petit peu toujours en train de fumer, en train de boire. Je crois qu'il a fait la même école alors que Jacques Tardy, si je ne m'abuse, et il a eu notamment comme professeur Yves Gott. Donc ce professeur aussi était à la fois aussi un dessinateur de bande dessinée, qui a notamment réalisé Le Baron Noir. On va en reparler très bientôt de Yves Gott. Vous avez vu, ça a l'air d'un professeur assez charismatique et rigolo. Kilofer aussi très associé finalement alors notamment à l'association puisque c'était un fondateur, mais aussi à un côté aussi très alors tantôt éditorialiste, mais aussi qui aime beaucoup écrire dans les journaux, et justement avec son style très, très spécifique, avec son ami Duhou. Il qualifie, je crois que Monsieur Kilofer qualifie qu'il a à la fois 3 styles différents. Alors je n'ai pas encore détaillé tous ces styles, mais en tout cas il aime bien la matière. Il y a la matière à Kilofer. Il dit aussi qu'il a un style contrôleur, en faisant référence aussi à un de ses livres qui s'appelle Billets, s'il vous plaît. On voit un contrôleur, je ne sais plus si de métro ou de train, en tout cas ici de métro, qui va essayer de contrôler apparemment un clochard qui s'est, on va dire, coincé dans un métro très bondé, on dirait plutôt un métro de la ville de Mexico. Il a aussi le style Moebius, et là on peut reconnaître vraiment le style à la Moebius, avec toujours des hachures, et pour donner un effet de relief très chiadé, très intéressant, notamment dans cette histoire. On a vraiment l'impression qu'il est vraiment en train de faire du Moebius, et de toute façon je pense qu'il ne veut pas le renier, puisqu'il a fait un hommage à Moebius, il a dessiné un hommage à Moebius, je crois, à la mort de Moebius il y a quelques années. Donc c'est vraiment un disciple, on a vraiment l'impression d'une histoire du garage hermétique, mais c'est une histoire ici dessinée par Kilofer, dans son style Moebius. Voilà, son autre style, je crois qu'il l'appelle le style crayon, je crois que quand on voyait les matières différentes. Un de ses chefs-d'œuvre sans doute, 616 apparitions de Kilofer aussi, qui a été d'ailleurs adapté, on va dire, au théâtre. Son chef-d'œuvre, puisque finalement ça part d'une histoire, d'une anecdote. En fait, à Kilofer, il a toujours la hantise de récupérer, de voir son lavabo, de voir son évier plutôt. Quand il est parti en voyage et de revenir, il a la hantise que que la saleté soit complètement exagérée quand il revient, et que finalement la moisissure l'attaque lorsqu'il revient voir son évier après plusieurs jours de voyage. Donc il imagine qu'il se multiplie, et il y a une scène d'ailleurs très amusante, donc là c'est plutôt la fin de l'album
des 646 apparitions. Je crois qu'un moment très intéressant, je crois qu'il fait une partouze avec lui-même, avec ses propres doubles. C'est assez radical, encore une fois, comme idée. Ou alors il peut s'imaginer en tête de Zizi. Voilà, une manière un peu surréaliste aussi, très surréaliste qu'il faire finalement. Il s'est essayé aussi à la couleur hein, avec Viva Patamash, c'est plutôt une histoire, une sorte de conte politique cette fois. Aussi dans la couleur, notamment, il a été invité aussi, encore une fois, invité d'honneur, comme un petit peu Jean-Christophe Menu, dans la série des Donjons Monsters de ses collègues, ses ex-collègues finalement, Johan Sfar et Lewis Trondheim, et notamment il va parler lui des profondeurs du royaume du donjon. Alors c'est une histoire assez différente, assez on va dire dans les profondeurs un petit peu de cette histoire qui ne rejoint pas exactement les grandes lignes du donjon, mais on découvre ici une sorte de poissonne qui est une aquaboniste, je pense un terme emprunté à Serge Gainsbourg. Donc, voilà, ici on remarque beaucoup les détails et les volutes un petit peu des dessins aussi de Kiehlhofer. On est souvent d'ailleurs facilement dans l'horreur. Et là vous pouvez regarder comment tous les détails, hein, seulement une case hein, de cette bande dessinée. Donc Kiehlhofer n'a pas lésiné dans les détails. Il prouve aussi que c'est un des plus grands dessinateurs. Je crois que j'ai vu une vidéo où il se rabaissait un petit peu, qui disait qu'il y avait des très grands des dessinateurs devant lui, mais je crois non que c'est plutôt un des meilleurs dessinateurs, en tout cas, je ne sais pas s'il est un des meilleurs auteurs de bande dessinée, mais en tout cas un des dessinateurs les plus intéressants, peut-être les plus reconnaissables par son style. Hein. Par exemple ici cette case est vraiment détaillée, très intéressante. Un style très propre. Alors moi personnellement j'ai connu le style qu'il a offert plutôt avec Renault, hein, alors pas forcément avec les chaussons de Renault, mais plutôt le côté visuel. Cette affiche de Renault peut attirer facilement l'attention. Et ici finalement Renault, on va dire que c'est plutôt Renault qui a pris les traits de Kiehlhofer. Hein. On a l'impression les 646 apparitions de Renault. Alors je ne sais pas si c'était avant ou après les 646 apparitions, mais en tout cas on dirait que physiquement ils se ressemblent. En tout cas j'imagine qu'ils ont dû se ressembler. Voilà le personnage de Renault. Et en fait Kiehlhofer a créé tout un album, l'album Rouge Champ, où il a dessiné même à côté des paroles de Renault, il a inventé tout un univers, l'univers de Renault. On arrive presque à la fin et on va parler de Stanislas. Alors c'est un des auteurs peut-être que je le connais moins, c'est pour ça que je les ai mis un petit peu dans cet ordre. C'est l'auteur que je connais le moins hein, dans l'association. Il s'appelle Stanislas ou Stanislas Barthélemy hein, dans son nom complet. Donc là je pensais peut-être un autoportrait. En tout cas ça lui ressemble. Il a commencé dans des bandes dessinées, une sorte de bande dessinée caricature politique. Je crois qu'on peut reconnaître monsieur François Mitterrand ici dans cette bande dessinée. Voilà, alors un style un petit peu peut-être proche de Charlie Hebdo ici avec un peu des dessins blasphématoires. Et voilà, ici à peu près, il fait partie notamment, je crois, avec Matt Conture et Jean-Christophe Menu. Il a été édité d'abord au sein de Futuropolis dans une collection spéciale. Je ne sais pas si c'était une collection comics, mais en tout cas c'était la collection X de Futuropolis. Donc là on peut remarquer là finalement dès cette couverture un petit peu le style, quel va être le style Stanislas. On reste un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler la ligne claire. Alors ceux qui ne connaissent pas la ligne claire, c'est le fameux style de Hergé dans Tintin. Là d'ailleurs on peut reconnaître un personnage qui ressemble presque trait pour trait à Tintin. Donc finalement Stanislas va rester un petit peu dans cette nostalgie du trait à la Tintin, ce trait ligne claire. Donc comme son nom l'indique, c'est une ligne claire, une ligne noire hein, qui va border en fait chaque détour d'un personnage ou d'un motif hein, ici. Stanislas a beaucoup participé dans le Pâte de Mouche, je crois même avant la création de cette collection, enfin, même avant la formalisation de cette collection au sein de l'association. Quand la Pâte de Mouche existait au milieu des années 80, Stanislas aussi commençait à être édité à l'aide de ce sorte de petit format. Hein. Donc un style aussi très onirique.
de la part de Stanislas, très poétique, d'ailleurs qui va être même adapté, je ne sais pas si vous voyez bien ici dans quelques plans d'un court métrage qui va adapter finalement cette histoire de l'ange déchu. Alors pourquoi aussi je vous parlais de la ligne claire, puisque justement Stanislas va s'intéresser beaucoup à la vie de Georges Rémy, d'IRG. C'est le créateur de Tintin, sans doute vous allez le reconnaître, et puis vous allez reconnaître un petit peu le format aussi. Le format, alors je ne sais plus, c'est de 48 pages, mais c'est un format de l'album de bande dessinée. Pour rendre hommage à Hergé, c'est bien de prendre un petit peu le format qu'il a rendu célèbre. Notamment ici, on voit Monsieur Fromental, qui a un grand nom aussi un grand nom du scénario dans la bande dessinée franco-belge. Ici, on peut revoir des fameux épisodes de la vie d'Hergé qui se calquent un petit peu finalement sur la vie de Tintin, qu'on connaît plus. Ici, peut-être comment Hergé a écouté peut-être ce fameux air de Marguerite, de la Castafiore. Encore une fois, aussi une anecdote alors qui est vraie, véridique, absolument véridique. Ici, je crois qu'on a déguisé quelqu'un en Tintin. Alors, apparemment, je crois que c'est le même Georges Rémy qui le déguisait. Un Tintin et un chien, pour faire croire que Tintin allait se rendre au pays des soviets, pour alimenter un petit peu la légende de Tintin. Déjà à cette époque, on faisait, avant les Batman et les Superman peut-être, on déguisait quelqu'un dans un personnage de bande dessinée. C'est arrivé pour plusieurs personnages, même au Mexique. On a déguisé des personnes pour donner plus de vie finalement les personnages de bande dessinée. La fameuse anecdote quand le même Georges Rémy a retrouvé Chang, son ami chinois, qu'il a représenté aussi en bande dessinée, je crois dans 2 albums, dans le Lotus Bleu et puis aussi dans Tintin Tibet. Donc voilà les retrouvailles très émouvantes de ces deux personnages qui existaient dans la réalité et aussi qui ont été dessinés sous la forme de Tintin et de Chang dans la bande dessinée. Monsieur Menu, je crois qu'il n'y a qu'à Monsieur Conture qu'on n'a pas proposé de faire les donjons Monsters. À chaque fois, c'est les donjons Monsters. Donc, dans cette collection de donjons de Sfar et Trondheim, donjon, c'est l'histoire principale. Il y a des histoires aussi qui se passent à la fin du donjon, donc plusieurs numéros après, et plusieurs numéros avant qui s'appelle le début du donjon. Donc il y a 3 collections principales, plus aussi une 4e collection. Je crois qu'il y en a même une 5e. Et en tout cas, le donjon Monster, c'est souvent, on va développer un peu l'histoire d'un personnage, d'un animal, d'un monstre du donjon. Donc, à Monsieur Stanislas, ça va lui intéresser finalement celui qu'on appelle le grand animateur. Alors, je pense que c'est cet oiseau. Et ça l'intéresse un peu ce personnage, à Stanislas, j'imagine, puisqu'on parle de mécanique. Et rappelez-vous que Stanislas, dans ses premières histoires, il dessinait un engin qui s'appelait l'Hélimob, donc un engin un peu l'imaginaire pour se déplacer. Donc j'imagine c'est pour ça que Monsieur Stanislas, il s'est intéressé beaucoup finalement à faire cet album avec des automates, aussi pourquoi pas ici avec des sortes de sorciers, puisqu'il a aussi écrit un album qui s'appelait Le Savant Fou. Alors je ne sais pas si c'était un hommage à Jacques Tardy, mais en tout cas apparemment il s'intéresse beaucoup à ce type de magie, de sorcellerie, de mécanique, pourquoi pas. Un hommage, pourquoi j'ai parlé beaucoup de Jacques Tardy avec Stanislas, puisque dans la ligne claire il y a aussi Tintin, mais il y a aussi Jacques Tardy, je sais pas, on peut penser aux histoires d'Adèle Blanc-Sec. Et ici justement, un petit peu dans le style à la Tardy, pourquoi? Parce que c'est lui-même le scénariste, avec Michel Bouju. Michel Bouju, c'est plutôt un critique de cinéma d'ailleurs, qui a aussi dessiné avec Jacques Tardy. Je pense que j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais en tout cas, ils ont écrit le scénario du Perroquet des Batignolles, qui est à la fois un hommage justement pourquoi pas Hergé, puisqu'on a l'impression que c'est un personnage de Tintin. Il y a la ligne Killer. On a l'impression aussi que c'est... Alors, comme c'est le scénario de Tardy, il y a aussi peut-être un hommage à Jacques Tardy, puisqu'on a l'impression que c'est Adèle Blanc-Sec qui est comme ça dans son lit, dans un immeuble parisien. On peut reconnaître si, pourquoi pas des influences, je sais pas, si automatiquement de la ligne claire, on a l'impression qu'on est dans une sorte de vieille brocante un peu à la Hergé, ou peut-être même à la Floche, un autre dessinateur de la ligne claire très célèbre.
Donc je crois qu'à l'origine c'est une histoire à la radio, et donc qui va être adaptée en bande dessinée par Stanislas. Le dernier, le moins connu des 7 de l'association, il s'appelle Moquette. Donc vous avez vu là, c'est un autoportrait très expressionniste. Il a un petit peu finalement cette veine expressionniste, un petit peu temps de, alors je sais pas, de menu c'est plutôt naïf, on le qualifierait plutôt de naïf, plutôt comme Matt Conture finalement, un dessin assez expressionniste. Peut-être, alors je sais pas, peut-être un parallèle avec Kafka, avec la chute vers le haut. Finalement, c'est l'histoire d'un personnage qui a une sorte de maladie où finalement il perd du poids et il a peur de s'écraser au plafond, et c'est pour ça que finalement il commence à se faire un matelas au plafond, hein, pour éviter de s'écraser au plafond. Voilà, c'est à la fois une histoire très humoristique, très curieuse. Peut-être pour ça je la comparais peut-être à Kafka, non, avec des personnages souvent qui ont des problèmes un peu extraordinaires. Finalement, ce monsieur Moquette, il est finalement resté du côté plutôt de l'illustration. Il a même quitté l'association très rapidement. Il n'a jamais édité finalement beaucoup d'albums, à part la chute vers le haut. Et je crois que c'était avant l'association. Voilà, un style assez reconnaissable finalement. Très expressionniste ou post-impressionniste, puisqu'on a l'impression qu'il a fait un portrait dans le style aussi de Van Gogh. Voilà, on restera sous le côté plutôt expressionniste, peut-être à la Bacon. Voilà, on a l'impression que on ne sait pas si c'est pardon, on ne sait pas si c'est 9 tableaux différents, puisque lui pendant un moment aussi, Monsieur Moquette illustrait des dessous de bock pour la bière. Donc on imagine peut-être qu'on a découpé ces 9 cases pour peut-être faire des illustrations uniques, ou peut-être que c'est une histoire là dans une ville, une histoire très expressionniste avec des personnages les uns sur les autres. En tout cas, un style finalement assez spécifique, mais qui reste finalement du côté de l'illustration. Donc c'est peut-être pour ça que Moquette n'est pas resté dans l'association. Il privilégiait plutôt le dessin avant l'histoire. Notre histoire continue, puisque j'espère vous présenter jusqu'à peut-être voir 6 épisodes donc sur l'association. Aujourd'hui c'était dédié à la bande à menu. On va continuer sans doute avec cette bande, parce que cette bande, vous allez voir, elle va s'agrandir au fil des années, au fil des collections. Et donc je vous donne rendez-vous très bientôt, hein, pour un nouvel épisode. À très bientôt.